Et toi, devant ton écran. Ceci est pour t'inciter à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo en cliquant sur ce joli pouce bleu, puis à partager un max avec tout le monde. Salut tout le monde, c'est Horror Gaia et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode qui, j'espère, promet. En tout cas, je pense qu'il promet. Alors, vous avez voté et vous avez majoritairement opté pour la mystérieuse disparition du train italien, qui est une histoire assez impressionnante, j'avoue. J'ai découvert un truc nouveau grâce à vous. Et comme vous sembliez en fait tous mitigés avec les autres options que j'avais mises la dernière fois, du coup, voilà, je vous annonce que je vais remettre les deux autres options, soit l'anecdote flippante de Firouza Balk et la disparition mystérieuse de Kelly Rodney, plus un autre choix, bien sûr, pour en faire 3, sinon ça va être trop facile, pour le prochain épisode. Donc vous auriez encore une chance de choisir peut-être l'une ou l'autre des histoires de la semaine dernière, ou peut-être choisir la nouvelle option que je vais vous mettre, qui est assez tentante, je dois l'avouer aussi. Bien sûr, je vous rappelle que je suis toujours intéressée par les histoires que vous pouvez me raconter. Si vous avez des légendes urbaines sur vos pays ou vos régions, parce que je sais que vous m'écoutez de plusieurs endroits du monde et ça me fait super plaisir. Alors si vous avez des légendes urbaines, des histoires flippantes, des histoires paranormales, des histoires creepy ou même... C'est pas la peine que ce soit des légendes urbaines, même des traits d'horreur ou des histoires que vous avez vécues ou quelqu'un que vous connaissez a vécu, n'hésitez pas à venir me le raconter, soit en répondant au post communauté, soit en venant me le raconter en privé sur Discord ou sur Instagram. Je serais super ravie de discuter avec vous puis d'écouter vos histoires. J'ai aussi une autre petite annonce. Je risque, mais c'est pas sûr, d'être un petit peu moins assidue. Peut-être de faire des retards sur l'uploading, le post de mes prochaines vidéos. C'est juste parce que là, je reprends mes études. Donc, je sais pas, des fois, j'aurai pas le temps ou peut-être, je ferai un retard d'un jour ou deux ou un truc comme ça. Donc, soyez indulgents avec moi. Puis, de toute manière, j'espère que j'aurai pas de retard. Mais au cas où, je vous mettrai un post dans l'onglet communauté. Puis, pour remédier à ça, juste abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater mes vidéos, puis d'avoir comme la notif quand il y a une nouvelle vidéo que je poste sur YouTube. Bref, l'épisode d'aujourd'hui donc parlera du fameux train qui a disparu et comptera aussi 2 traits d'horreur assez flippants. Il n'y aura pas par contre des petites histoires, au début comme je faisais d'habitude, c'est juste parce que pour cette semaine, honnêtement, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je suis pas tombée sur un truc super, donc je préférais comme éliminer cette partie pour cet épisode que de vous raconter un truc plate. C'est juste ça. Donc maintenant que tout est dit, générique. Il y a beaucoup d'histoires sur les disparitions mystérieuses. Et il y a quelques semaines, je suis tombée sur un mystérieux train pas très connu. C'est un train qui a disparu dans un tunnel entre l'Émilie-Romagne et la Lombardie au début des années 1900. Et grâce à vous, parce que vous avez comme choisi que je vous raconte son histoire, j'ai réussi à creuser un petit peu. Et cette histoire m'a vraiment fascinée. Et je suis vraiment contente de pouvoir la partager avec vous aujourd'hui et vous transmettre ces petits frissons que j'ai eus en la découvrant. Mais commençons par le commencement. On est à la gare de Rome, le 14 juillet 1911. Et tout le monde à bord. Durant les quelques mois qui précédaient le fameux 14 juillet 1911,
la compagnie ferroviaire italienne Zanetti avait lancé une importante campagne publicitaire pour le voyage inaugural d'un nouveau train touristique. Il était composé d'une locomotive et de 3 wagons luxueux. Ce train conduirait ses passagers de la capitale Rome jusqu'à Milan en passant par les spectaculaires campagnes de Latium, de l'Umbrie, de la Toscane, de l'Émilie-Romagne et de la Lombardie. À noter qu'entre l'Émilie-Romagne et la Lombardie, le train devait traverser un tunnel d'environ 1 km de long. Ce tunnel était à l'époque considéré comme le plus long jamais creusé dans une montagne. Donc, on a le nec plus ultra des trains touristiques qui traversera entre autres un exploit de l'ingénierie de son époque, le fameux tunnel de 1 km dans la Lombardie. Pour le voyage inaugural, la compagnie Zanetti avait sélectionné 100 passagers de la classe supérieure locale et des membres de certaines familles de la compagnie ferroviaire. 6 autres personnes les accompagnaient, dont les conducteurs de train et le personnel de bord. Une fois tout ce beau monde installé, le sifflet du chef de gare a signé le départ du train Zanetti de Rome. Le train est tout d'abord touristique, donc il avançait lentement le long de son parcours pour permettre à ses prestigieux passagers de profiter pleinement de la vue tout en étant divertis par des musiciens violonistes et profitant d'hors d'œuvre yummy et de champagne à volonté. Un voyage qui fait rêver, vous me direz. Mais c'est normal, ça fait rêver tout le monde, je pense, de faire ce genre de voyage avec un luxe pareil. Tout se passait bien, et le trajet s'avérait plus que satisfaisant. Et en quelques heures, le train arrivait au niveau du fameux tunnel séparant l'Émilie-Romagne de la Lombardie. Il y avait un petit public qui s'était posté tant à l'entrée qu'à la sortie du tunnel pour voir passer le nouveau train dans ce tunnel prodigieux. Juste à noter que c'est pas le premier train qui traverse le tunnel, mais c'est bien le premier train nec plus ultra touristique qui traverse le tunnel, le meilleur tunnel de l'époque, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait un petit public qui voulait voir l'événement. Le train s'est approché sous le regard et les applaudissements des gens présents, et une fois qu'il est entré complètement dans l'obscurité de la montagne, il n'est plus jamais ressorti. C'est tout simple que ça. La petite foule qui l'attendait de l'autre côté du tunnel ne l'a jamais vu sortir. Après de longues minutes d'attente et de questionnement, tout le monde pensait que le train était bloqué dans le tunnel à cause d'une panne. La police a fini par être appelée, et certaines personnes présentes ont décidé d'investiguer le tunnel, mais dans l'obscurité de celui-ci, elles n'ont pu trouver que 2 passagers en état de choc. Il n'y avait aucune trace de train et il n'y avait aucun signe d'accident. Le personnel de la compagnie ferroviaire a également inspecté le tronçon de rail, mais sans aucun résultat. Il a fallu quelques jours aux 2 rescapés, si on peut les appeler comme ça, pour retrouver un minimum de raison, et l'un d'eux a donné un témoignage pour le moins étrange. Il a raconté « J'ai entendu un étrange bourdonnement peu avant l'entrée du tunnel. À l'intérieur du tunnel, un étrange brouillard blanc s'était levé et semblait s'enrouler autour du train, qui était littéralement englouti dedans. Ce fut une expérience horrible, et ce malgré le fait d'avoir pu me sauver avec un autre passager en sautant de l'un des wagons juste avant que la locomotive n'entre dans le tunnel. Nous nous sommes tous les 2 écrasés sur un sol dur, et c'est la dernière chose dont je me souviens. » Pour ce qui est du deuxième survivant, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'histoire dessus, puis j'ai pas trouvé de traces pour lui. Et d'ailleurs, par crainte d'autres incidents, cette section du chemin de fer a été fermée et la compagnie ferroviaire Zanetti a utilisé de nombreuses ressources pour dissimuler l'affaire. Mais ce qui va définitivement limiter les investigations sur ce mystère sera un bombardement aérien qui atteindra le tunnel durant la Seconde Guerre mondiale et condamnera complètement son accès. Les souvenirs du tout nouveau train touristique Zanetti lancé en 1911, des 104 passagers et de leur disparition s'est dissipé au fil du temps. Mais on se pose réellement la question de que sont-ils devenus? Si les passagers appartenaient à la classe moyenne supérieure, est-il possible que personne, pas même la presse, ne se soit jamais posé la question? Et ces 2 rescapés témoins, avec leurs mystérieuses déclarations, où sont-ils? Et surtout, en sentant qu'un train entier qui s'évanouit dans les airs, c'est impossible, non? Ça devrait quand même intéresser le monde un tant soit peu. Maintenant, on va essayer de trouver des explications,
Mais ces explications sont loin d'être logiques, ou vont être difficilement logiques. Donc, une décennie s'est écoulée depuis la disparition du train Zanetti, lorsque l'un des proches des passagers disparus a trouvé un récit reprenant un étrange manuscrit dans les chroniques médiévales du monastère de Modène. Et ce témoignage écrit parlait d'un char métallique satanique d'où sortait une fumée noire et qui était suivi de 3 autres plus petits. De ces chars sont sortis 3 serviteurs du diable. Ils étaient imberbes et vêtus d'étranges robes noires. Les serviteurs du diable ont commencé à frapper à la porte du monastère pour demander à entrer. Mais les verrous ont été solidifiés et ont empêché ce sacrilège grâce à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie invoquée par les prières des moines. Fin de la citation. Ça m'a tout l'air d'une description d'un train. Alors, est-ce que ce serait possible que ce soit ce même train qui aurait voyagé dans le temps jusqu'au Moyen-Âge ? Ce qui est bizarre est qu'après cette révélation, on ne reparlera plus du train Zanetti et de ses passagers, et les fameuses chroniques manuscrites ont été perdues lors du tremblement de terre de Messine en 1908. Je dis ça, je dis rien, c'est bizarre comme hasard. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour autant, car le 12 août 1992, le journal ukrainien Gloria di Sebastopol a évoqué l'histoire du Zanetti Rome-Milan de 1911, qui, dans son article intitulé « Train fantôme sur les routes de l'Ukraine », cite « Un train fantôme de 3 voitures est apparu à l'intersection de l'officier de service Elena Spiridonova-Chebret. Le train qui avait les rideaux bien fermés, les portes ouvertes et le cockpit vide se déplaçait de manière absolument silencieuse, écrasant les poulets qui se promenaient sur la rue. En effet, il semblerait que, de temps à autre, un train apparaisse quelques instants au passage à niveau près du village de Zavelichi. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Ce village se trouve à Poltava, en Ukraine. L'article citait le président de la commission pour l'étude des phénomènes anormaux de l'Académie ukrainienne des sciences, je cite Vassili Leshati, ou Leshkati, qui étudiait ces apparitions depuis un certain temps. C'est Vassili Leshati qui a avancé l'idée que ce train fantôme pouvait être le tristement célèbre Zanetti, que ce train était en quelque sorte capable de voyager non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. En étudiant certains documents, Leshati est tombé sur le témoignage d'un célèbre psychiatre de Mexico appelé José Saxino, qui, dans les années 1840, avait interné 104 Italiens à l'hôpital psychiatrique de la capitale Mexico. Il avait écrit que ces personnes se comportaient de manière hargneuse et confuse. Il semblerait qu'après avoir constaté qu'il ne s'agissait ni de Mexicains ni d'Espagnols, mais clairement d'Italiens, ils ont prétendu être arrivés à Mexico par le train. Un train au départ de Rome. Il y a des hypothèses qui veulent qu'avec le temps, les 104 Italiens fous se sont adaptés à leur nouvelle réalité et se sont intégrés à cette nouvelle vie. Mais certains d'entre eux ont été internés à vie. D'autres analyses avancent qu'aucune trace des 104 passagers n'a jamais été retrouvée et que la seule preuve de leur séjour au Mexique sont les notes du docteur Saxino. Encore une fois, le train n'a jamais été retrouvé. Alors, a-t-il fait descendre ses passagers puis il s'est mis à errer seul dans le temps et l'espace? Un train voyageur du temps? C'est genre une machine à voyager dans le temps qui est mobile. Mais d'abord, revenons au président de la commission pour l'étude des phénomènes anormaux de l'Académie des sciences d'Ukraine, a.k.a. Vassili Leshati ou Leshkati, je m'excuse si j'écorche le nom. Il était tellement obsédé par le train fantôme qu'il a lui-même disparu après l'avoir traqué et pris en embuscade le soir du 25 septembre 1991. Il aurait parvenu à monter dans le train devant plusieurs témoins. Depuis cette soirée de 1991, plus aucune trace de Vassili Leshati n'a été trouvée et plus personne ne s'est intéressé au mystérieux train Zanetti. Pour rendre toute cette histoire encore plus étrange, en octobre 1995, Piotr Ustimenko, un signaleur au passage à niveau près de Balaklava, en Crimée, aurait révélé à l'écrivain russe Nikolai Tcherkashin ce qui suit. « Je me suis frotté les yeux. Je pensais, les trains ne peuvent pas aller sans rail, mais il y avait clairement une locomotive à vapeur et 3 wagons de passagers. La locomotive et le train ne nous appartiennent pas.
Il semble dater d'avant-guerre, voire d'une période antérieure à ça. Il voyageait sans phare du côté du mont Gasfort sur le tracé de l'ancienne voie ferrée. J'ai même couru vers lui, mais je n'ai trouvé aucune trace, aucune touffe d'herbe écrasée. On aurait dit un putain de fantôme qui est passé devant moi. Je me suis juste dit, pas bien ça peut créer des problèmes. Depuis lors, il y a eu des tonnes et des tonnes de témoignages rapportant avoir vu un train d'avant-guerre avec 3 voitures de passagers en remorque, qui se déplaçaient comme s'ils flottaient, sans conducteur, avec des fenêtres fermées et des rideaux et des portes ouvertes. Il apparaissait la nuit, puis disparaissait après quelques instants. Pour vous donner une idée du nombre d'observations du train fantôme Zanetti, à Moscou, ce train a été vu en 1975, en 1981 et en 1986. À Tchernobyl, peu avant l'accident de la centrale nucléaire, en Norvège, dans les Balkans ou encore dans le tunnel sous la Manche en 1986 et dans beaucoup d'autres lieux et époques. Alors, si vous pensez que le mystère s'arrête là, vous êtes loin de vos surprises, car c'est là que le mystère s'épaissit. Il semblerait qu'à bord du Zanetti, lors de son tragique voyage d'inauguration, se trouvait une caisse, ou comment on dirait ça, une boîte en palissandre contenant le crâne du célèbre écrivain ukrainien Nikolai Gogol. Ce crâne a été volé à Moscou en 1909 par le marchand Alexei Bakrouchine. L'arrière-petit-fils de l'écrivain, un certain Yanovsky, lieutenant de la flotte impériale russe, a confronté Bakrouchine sous la menace d'une arme. Il lui a dit « Il y a 2 cartouches dans mon arme, une dans le chargeur, l'autre dans le tambour. La première est pour vous, si vous refusez de me donner le crâne de Nikolai, et la deuxième est pour moi. » Alexei Bakrouchine, qui ne voulait certainement pas perdre la vie à cause d'un crâne, a accepté volontiers de le céder à Yanovsky. Il a accompagné le lieutenant à Sébastopol pour embarquer sur son navire où il avait pris du service. En 1910, les Italiens invitèrent des marins russes à l'anniversaire du tremblement de terre de Messine de 1908. Est-ce que là vous faites un lien? On dirait une boucle qui se ferme, non? Des écrits qui disparaissent dans le tremblement de terre en 1908, le crâne du petit-fils qui part dans le train, c'est encore flou, hein? On continue alors. Au cours de cet anniversaire de tremblement de terre, les Russes avaient apporté une aide importante aux habitants de la ville sicilienne. C'était l'occasion pour Yanovsky d'apporter le crâne à l'ambassade de Russie à Rome. Et juste pour vous dire, Yanovsky considérait Rome comme sa deuxième maison en fait. Mais le voyage, pour diverses raisons, n'a pas eu lieu. Au contraire, c'est un torpilleur italien qui s'est rendu à Sébastopol pour recueillir les cendres des généraux sardes morts lors du siège de la ville de 1854-1855 et enterrés au cimetière du mont Gasfort. Comme par hasard, un autre lieu de passage du train fantôme, vous vous rappelez, le mont Gasfort? À cette occasion, le lieutenant a remis l'étui en palissandre contenant le crâne au commandant Borghese en lui faisant promettre de remettre la relique au consul de Russie en Italie. Mais cette promesse ne sera jamais tenue et le capitaine adressera ses excuses au lieutenant dans une lettre disant « Le destin d'un homme ne se termine pas avec sa vie ». Lettre qui aurait ensuite été retrouvée par le célèbre journaliste Carlo Vicentini. Au printemps de 1911, Borghese a dû partir pour une longue mission et le célèbre étui en palissandre a été par la suite retrouvé par son frère cadet qu'on appellera Borghese Junior. Borghese Junior a été invité à rejoindre un voyage à bord d'un train touristique et a trouvé l'idée d'emporter le crâne avec lui amusante. Ce même train qui quittera Rome le 14 juillet 1911. Borghese Junior avait dans l'idée de dévoiler le contenu de son étui en palissandre à un moment propice du voyage afin de foutre une petite frayeur aux passagers du train. Pure coïncidence ou fait paranormal dans cette affaire pas du tout normale, l'un des 2 hommes qui ont réussi à sauter du train et qui ont rapporté l'incident du brouillard blanc laiteux était Borghese Junior. Bref, vous l'aurez compris, au jour d'aujourd'hui, le crâne de l'écrivain Nikolai Gogol errerait dans le temps et l'espace à bord d'un train fantôme qui a disparu dans un tunnel entre l'Émilie-Romagne et la Lombardie et que personne n'a réellement pu retrouver.
Ce même train, qui aurait été mentionné dans un manuscrit médiéval lui-même détruit pendant un tremblement de terre, ce même train qui aurait emporté Vassili Leschati, le président de la commission pour l'étude des phénomènes anormaux de l'Académie ukrainienne des sciences, par la même occasion, le seul vrai scientifique qui s'était réellement intéressé à l'affaire basée sur le témoignage d'un psychiatre mexicain qui aurait interné 104 Italiens complètement zinzin environ 150 ans avant la disparition du train. Ouf, ça semble déjà trop compliqué. Est-ce que là, vous réussissez toujours à me suivre, j'espère, parce que j'avoue qu'au début, moi, j'avais du mal à faire les liens. En tout cas, j'espère que vous réussissez à me suivre, parce que là, ça va encore se compliquer. Et on va revenir aux chroniques du monastère de Modène. Celles-ci ont été conservées sur le domaine de la Castasole, dans une collection unique de manuscrits anciens rassemblés par la famille Sasino sur plusieurs générations. Il s'est avéré que l'un des deux rescapés du train était aussi l'un des propriétaires du domaine. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez tantôt, je vous ai parlé de Nikolai Tcherkashin, l'écrivain russe qui avait recueilli le témoignage du signaleur en Crimée. Ce même Nikolai, en 1988, s'était rendu à Sébastopol pour recueillir des informations sur l'accident du cuirassé russe, le Novorossiysk. Ce cuirassé avait explosé le matin du 29 octobre 1955 et son explosion a causé la mort de plus de 600 personnes. Le Novorossiysk était en fait le cuirassé italien Jules César. Il a été pris par les Russes comme trophée de guerre après la guerre. Et tenez-vous bien, le Novorossiysk a explosé au petit matin, juste après l'observation du train Zanetti en Crimée, c'est-à-dire le lendemain du jour où le signaleur a vu le train fantôme. Si vous vous rappelez bien, il s'était étonné qu'un train puisse voyager sans rail sur le mont Gasfor, et encore un autre petit rappel, il avait dit « pas bien, ça peut causer des problèmes ». Donc, est-ce que, selon vous, le train pourrait, dans certaines situations, être annonciateur de catastrophes? Je ne sais pas. Bref, Nikolai Tcherkashin a découvert qu'en 1855, les soldats italiens morts pendant le siège de Sébastopol ont été enterrés sur le mont Bosphore, mais que 100 ans plus tard, sur ordre des autorités soviétiques, le cimetière a été rasé et sa chapelle détruite. Se basant sur ces événements, Nikolai Tcherkashin a tiré la conclusion suivante. Celui qui tire sur le passé avec une arme à feu, l'avenir lui tirera dessus à coups de canon. Selon Tcherkashin, le bâton de dynamite planté sous l'ancienne chapelle s'est transformé en une explosion monstrueuse sous le Novorossiysk. Il était complètement convaincu du lien de karma entre ces deux événements, à savoir l'éradication de la chapelle et du cimetière et l'explosion du Novorossiysk. Yevgeny Venikiv, un historien local qui a accompagné Tcherkashin dans ses recherches, a ajouté qu'au camp italien du mont Gasfor, les Britanniques ont construit un chemin de fer à partir de Balaklava. Ensuite, celui-ci a été supprimé, mais le talus est resté. La branche de Balaklava à Sébastopol passe exactement le long de la route tracée par les Britanniques, ce qui signifierait que le train fantôme aurait suivi les rails fantômes, c'est-à-dire les traces des traverses retirées. Est-ce que, selon vous, le train était annonciateur de l'explosion ou venait-il la provoquer et se venger pour les âmes des soldats dont le lieu de repos a été profané? Serait-il possible qu'un autre lien existe entre les soldats enterrés et les passagers du train? Les hypothèses sont illimitées et j'aimerais bien avoir les vôtres. Mais il serait intéressant de savoir où se termine le mythe et où commence la réalité. Et là, au risque de vous décevoir, en poussant les recherches, je n'ai trouvé aucune trace d'une compagnie ferroviaire du nom de Zanetti qui aurait construit des trains en Italie. C'était pareil pour le journal ukrainien Gloria de Sébastopol et pour Vassili Leschati, le président de la commission d'études des phénomènes anormaux de l'Académie des sciences d'Ukraine. Même affaire pour le psychiatre mexicain José Saxino, pour le capitaine Borghese, pour le domaine Castasol et pour la famille Zazzino. Sans oublier, le tunnel et les chroniques médiévales sont toutes les deux détruits. Les seuls éléments certains sont le crâne disparu de Gogol, les atrocités de la guerre et le fait que dans de nombreux pays et à différentes époques, les gens voient le train Zanetti Rome-Milan qui a disparu lors de son voyage inaugural le 14 juillet 1911, emmenant avec lui 104 personnes,
bizarrement oublié du monde. Malgré que la légende a grossi autour de cet événement, selon moi, la légende n'a pas encore surpassé l'énormité de l'événement réel, soit la disparition sans la moindre trace du train. Vous comprendrez que pour moi, quand on parle par exemple de disparition d'avion, je pourrais comprendre qu'un avion pourrait exploser dans les airs, qu'il aurait fait... se serait craché dans une montagne qu'on l'a pas retrouvé, se serait craché dans la mer qu'on l'a pas trouvé. Ce que je veux dire, il y aura toujours des explications possibles, mais un train qui rentre dans un tunnel et qui sort pas, et qu'on retrouve aucune trace de celui-ci, ça reste quand même énorme comme événement, même si on construit après autour de lui des légendes, mais l'événement en lui-même reste quand même assez gros, assez impressionnant et assez étrange et flippant. Donc, est-ce que, selon vous, réellement, ce train voyagerait dans le temps? Genre, est-ce que, comme j'ai dit tantôt, ça serait un genre de machine à voyager dans le temps? En tout cas, la prochaine fois que vous vous retrouverez à bord d'un train qui s'engage dans un tunnel sombre, j'aimerais que vous repensiez à cette histoire et que vous ressentiez ce frisson et cette interrogation. Est-ce que mon train est sorti dans le même espace-temps et la même dimension? Ou est-ce que, sans le savoir, j'ai voyagé dans une autre dimension et que je ne le saurais qu'en descendant du train? Ça reste quand même... ça fait réfléchir, hein. Et justement, sur cette réflexion, il est temps pour moi de vous emmener faire un tour du côté des traits d'horreur. Le premier trait d'horreur vient de Reddit et il nous est raconté par Paul qui nous dit « Il y a environ 2 ans, je rentrais d'une réunion de famille assez tard la nuit et le trajet était d'environ 2 heures. Je ne suis pas restée dormir sur place parce que je devais être au travail le lendemain tôt le matin. La majeure partie du trajet a été sur des routes bordées de buissons et d'arbres denses. Vous savez, ces routes étaient vraiment effrayantes et me rappelaient les scènes de films d'horreur. Bref, je conduisais depuis environ 45 minutes et je commençais à être vraiment fatiguée. La fatigue m'a pris d'un coup, elle m'est tombée dessus vraiment soudainement. J'avais du coup les paupières vraiment lourdes et je savais que je n'allais plus être capable de conduire pendant longtemps. Seul bémol, il n'y avait aucun spot sur la route où je pouvais me garer en toute sécurité et dormir. Sachant que ma fatigue allait en grandissant et trouvant nulle part pour me garer, j'ai fait quelque chose de très imprudent a posteriori. Je me suis arrêtée sur le côté de la route, je m'étais engagée avec la voiture sur l'herbe derrière quelques buissons pour essayer de cacher ma voiture des yeux indiscrets et surtout des dangers de certaines voitures qui passeraient. J'avais pas tant peur des voitures que de leurs occupants. Les routes n'étaient pas désertes. Une voiture ou deux passaient à toutes les quelques minutes. Juste avant de m'endormir, j'ai regardé l'heure et il était 23h22. Quelque temps plus tard, j'ai été réveillée par un bruit de grattement. J'ai regardé l'heure et il était 23h50. Le bruit s'est arrêté après quelques secondes. Et parce que j'étais encore complètement claquée, je n'ai pas pris la peine de regarder autour ou je ne me suis même pas demandé c'était quoi. Je me suis simplement rendormie. Plus tard, vers minuit 40, j'ai été réveillée par ce même bruit de grattement. Cette fois, ça m'a vraiment fait flipper, parce que le grattement n'a pas cessé. Lorsque je me suis réveillée la première fois, j'avais pensé que ce n'était qu'un animal curieux qui rôdait autour de la voiture. Mais si c'était réellement le cas, pourquoi serait-il revenu presque 1 heure après? J'ai regardé derrière moi à travers le rétroviseur et j'ai juste réussi à apercevoir quelque chose qui tournait au loin dans la forêt. À ce moment-là, j'ai eu des frissons en pensant au fait que ça pouvait être le foutu tueur au crochet. Tu sais, celui qui grattait la voiture d'un coup puis a massacré le gars quand il était sorti pour voir ce que c'était. Sans y penser à 2 fois, j'ai mis les gaz pour sortir de cet endroit. Et pas plus d'une centaine de mètres en avant, il y avait un pilier planté au milieu de la route. Au moment où je le contournais, j'ai remarqué une voiture garée sur le bord de la route avec la porte du chauffeur ouverte. J'ai juste ralenti pour voir s'il y avait quelqu'un dedans et il n'y en avait pas. Là, j'ai regardé dans mon rétroviseur et je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu quand, sans prévenir, un mec arrive en sprintant vers ma voiture. Je ne sais pas s'il était vénère ou anxieux, mais il me criait dessus des trucs comme « Hey, hey toi, fous le camp avec ta voiture, maintenant !» Complètement flippée, j'ai accéléré pour m'éloigner le plus rapidement possible de cet endroit. Bien sûr, je n'ai jamais revu cet homme. Et, morale de l'histoire, ne dormez jamais au bord d'une route déserte.
Waouh. Perso, je me demande bien si cet homme, en fait, c'était un homme dangereux ou c'était juste un homme qui essayait de sauver Paul. Parce que s'il y a un danger, pourquoi cet homme criait à Paul de déguerpir au lieu de demander de l'aide? Ou peut-être que cet homme savait que lui, il était foutu de toute façon, et du coup, il voulait juste essayer de sauver une autre personne pour qu'elle tombe pas dans le même piège. Je sais pas. Est-ce que ça se tiendrait pour vous? Est-ce que vous auriez d'autres hypothèses? En tout cas, dites-le moi en commentaire. Et en attendant, on passe au thread suivant. Le deuxième thread viendrait d'un autre forum. Un forum en fait où on trouve les histoires de flics, les histoires de policiers, les histoires flippantes que auraient vécues des policiers. Et justement, je vous ai sélectionné l'histoire de Marc, qui est un policier et cet incident lui est arrivé alors qu'il était en service. Marc nous dit: j'ai répondu à un appel d'aide sociale tard durant une nuit de service. Il était entre 2h30 et 3h du matin. L'appel concernait une personne âgée, une femme qui vivait à côté de l'appelant et qui n'avait pas été vue depuis un certain temps. Cette nuit, il y avait un mauvais orage, mais il ne pleuvait pas. J'ai débarqué d'abord à la maison de la plaignante pour lui parler, enfin la maison de la personne qui a appelé. Il fallait savoir pourquoi elle a décidé d'appeler à cette heure de la nuit. C'était une femme dans la quarantaine. Elle m'a dit que sa voisine était une dame dans ses 90 ans, qu'elle vivait seule et qu'elle n'a pas vue depuis des semaines. Elle a expliqué qu'avant d'appeler au 911, elle avait tenté de l'appeler, qu'elle était allée toquer à sa porte, mais qu'elle n'a eu aucune réponse ni retour d'appel. Honnêtement, là je me suis dit que la pauvre vieille dame était certainement décédée depuis un certain temps. Mes doutes s'étaient ancrés quand, arrivé devant la maison de la vieille dame, j'ai remarqué que sa voiture, qui était garée dans l'allée, avait une couche de poussière de 10 cm dessus. Sa boîte aux lettres était pleine à ras-bord et aucune lumière n'a été allumée. Suivant la procédure, j'ai d'abord marché jusqu'à la porte latérale et j'ai frappé à la porte avec ma lampe de poche. J'ai frappé assez fort pour qu'une personne âgée avec un faible ouïe puisse m'entendre. Après quelques minutes, sans aucune réponse, j'ai fait le tour de la maison et j'ai marché jusqu'à l'arrière-cour. Là, j'ai essayé de regarder à travers les fenêtres et tout me semblait en place dans la maison. Il est à noter que pendant tout ce temps, la plaignante, la personne qui m'a appelé, c'est-à-dire la dame qui avait appelé le 911, était avec moi. Elle me disait qu'elle ne connaissait aucun parent à sa voisine. Il va sans dire qu'arrivé à cette étape, j'étais quasi certain que la pauvre vieille était décédée. J'ai alors marché jusqu'à l'avant de la maison, et là j'ai remarqué que les fenêtres avant avaient les stores relevés, et à travers les fenêtres, je pouvais percevoir une lueur provenir de l'intérieur de la maison. Je ne suis pas assez grand pour regarder à travers les fenêtres qui étaient quand même assez élevées par rapport au sol, et donc la voisine à la dame qui m'accompagnait a couru à côté et a attrapé un seau sur lequel je pouvais me tenir pour regarder. Je suis montée sur le seau et bingo, je pouvais voir l'intérieur du salon. La lueur provenait de la télé qui affichait un écran bleu et assez lumineux pour que je puisse me passer de ma lampe de poche. J'ai d'abord balayé le sol du regard pour vérifier qu'elle n'était pas tombée. Ensuite, j'ai regardé le canapé et le fauteuil inclinable, mais elle n'était nulle part. La base du téléphone clignotait en rouge, ce qui indiquait qu'elle avait des appels manqués et des messages vocaux. Du salon partait un couloir sombre. Je ne pouvais pas voir à son bout. Alors, dans ma lampe de poche, j'ai essayé de voir encore plus, mais je ne pouvais voir qu'une porte ouverte au bout du couloir. Mais toujours aucun signe de vie. Je me suis retournée et j'ai dit à la plaignante que tout avait l'air ok et que rien ne semblait dérangé ou déplacé. Mais en me retournant vers la fenêtre, je suis tombée nez à nez avec la vieille dame qui me regardait à travers sa fenêtre. Son visage était sans expression et presque collé au verre. J'ai tellement eu peur que je ne pouvais plus respirer. C'était comme si j'avais été frappée à la poitrine avec une batte. Le sursaut m'a fait trébucher du seau et tomber vers l'arrière. J'ai heurté le sol durement et la plaignante s'est précipitée vers moi. J'étais tellement sous le choc que je l'ai repoussée alors qu'elle n'essayait que de m'aider à me relever. Ensuite, j'ai fait que courir vers le seau. Je suis remontée dessus. Mon cœur tambouriné d'angoisse, mais je devais voir. D'instinct, j'avais ma main sur mon arme alors que l'autre était sur la fenêtre. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une femme âgée, frêle, debout dans le couloir en longue chemise de nuit. Elle se tenait de dos par rapport à moi. Elle a ensuite tourné la tête et m'a regardé du coin de l'œil avant de lentement marcher et disparaître de ma vue dans l'obscurité du couloir.
J'étais effrayée et énervée. Je suis descendue du seau et je regardais la plaignante qui se tenait là avec un regard perplexe. Tout ce que je pouvais lui dire, c'est que j'avais vu sa voisine. À présent, le vent s'était levé et il avait commencé à pleuvoir. J'ai commencé à marcher vers ma voiture garée sur le bord de la route. Je suis montée dedans et je me suis dirigée vers le commissariat pour rédiger mon rapport. Je n'ai plus jamais entendu parler de la dame qui habitait là. La plaignante n'a pas rappelé et la maison a maintenant d'autres habitants. Je me dis qu'on est mieux de ne pas creuser derrière certaines choses. Et c'est la fin du deuxième thread et qui est vraiment flippant. T'imagines te retourner et voir un visage frêle devant toi comme ça. Ça fait peur. Mais c'est ça, moi je me demande, qu'est-ce qui est arrivé à la vieille dame? Si on part avec une analyse logique, moi je dirais que la pauvre vieille dame a peut-être été atteinte de démence, puis elle a perdu la mémoire, ou elle a des épisodes de démence ou de maladies comme ça, de maladies mentales, et c'est pour ça qu'elle est restée chez elle, puis qu'elle répondait plus à des appels, et tout ça. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que sa voisine serait allée la voir le lendemain et s'était rendue compte? Est-ce qu'elle a appelé les pompiers, l'hôpital, d'autres personnes que la police? C'est ce que je me demande. Mais si on part dans des explications paranormales, puis honnêtement, c'est cette explication qui m'attirerait le plus, je sais pas pourquoi, mais moi je penserais que peut-être la vieille dame est réellement morte dans sa chambre et que ce que le policier a vu était le fantôme de la vieille dame. Parce qu'il y avait des signes encore précurseurs à l'intérieur de la maison, comme le téléphone avec la boîte mail qui est pleine, la télé qui est sur l'écran bleu sans raison, le couloir qui est noir, aucune lumière dans la maison, aucune vieille personne ne resterait dans le noir. Rien que parce que c'est difficile de se déplacer. C'est ça, pour moi, ce serait le fantôme de la vieille dame qui est venue dire au policier, en le regardant du coin de l'œil, que c'est ça, genre, suis-moi, mon corps est dans la chambre, genre, enterrez-moi s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte à connaître votre avis sur cette histoire. Et donc c'est comme ça que cet épisode se termine. J'espère que l'histoire du train fantôme vous a plu, que mes frais d'horreur que j'ai sélectionnés pour vous ont plu. Maintenant il vous reste à faire un choix, donc entre 3 histoires. La première étant l'anecdote flippante vécue par Firouzah Balk, l'une des actrices principales du fameux film Sortilège qui était sorti en 1996. Ou la récente disparition néanmoins mystérieuse de Kelly Rodney, ou encore, la troisième choix que vous connaissez pas, c'est le village Inuit qui a disparu en entier au Canada en 1930. Je vous gâte, hein. Alors, le choix est toujours difficile, mais c'est ça. Si vous me dites que il y a toujours des histoires que vous voudriez écouter ou vous voudriez avoir la chance que je vous présente, je les remettrai toujours sur le tapis, je les remettrai toujours sur le vote, puis à un moment donné, vous les auriez. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Pour ma part, demain, je reprends les cours. J'espère que vous avez profité de vos vacances si, comme moi, vous reprenez vos cours. Sinon, profitez bien de vos derniers jours de vacances jusqu'au bout pour être vraiment chargé au bloc pour reprendre cette nouvelle année avec succès. Et quant à moi, là, je vous dis à dans 15 jours pour un autre épisode que j'espère sera tout aussi flippant que les précédents. Ciao!